Alors, comme on a vu ce matin, la notion de développement durable n'est pas née dans le champ de l'économie, mais dans le champ politique, au niveau des débats qui ont eu lieu à l'ONU. Et il est intéressant de voir comment les économistes se sont ensuite appropriés cette notion. Alors, beaucoup d'économistes écrivent sur cette question. C'est pas évident de démêler les fils. On a déjà vu un aperçu de quelques pistes. Et ce que j'ai cherché à faire pour ma part, c'est de faire le point sur les diverses conceptions du développement durable proposées par les économistes dans une perspective qui se veut d'ordre épistémologique, même si je ne vais pas encore très loin dans cette direction. Donc je commencerai par présenter les différents courants d'analyse du développement durable par les économistes que j'ai identifiés. Les économistes n'apprendront rien, mais certainement dans la salle, quelques personnes seront intéressées. Et ensuite, je comparerai ces différents courants au travers d'une grille de lecture qui cherche à mettre en évidence les liens de proximité et les lignes de clivage entre les différentes approches. En deux temps, tout d'abord, comment elles analysent la durabilité, et ensuite, en approfondissement, les fondements théoriques des différents courants. Alors, les différentes écoles en présence. Donc, je passe assez vite, mais je rappelle quand même donc, le modèle néoclassique de croissance, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui suppose des substitutions parfaites entre capital technique et naturel, donc, qui aboutit au concept de soutenabilité faible, pour laquelle la croissance est positive pour la nature. On a parlé de la courbe de Kuznets environnementale ce matin. Et donc, le développement durable est assuré spontanément par le marché dans cette perspective-là. Ensuite, l'économie écologique, qui fait l'hypothèse de substitution imparfaite, donc associée au concept de soutenabilité forte, dans laquelle nous avons identifié trois sous-courants. L'école de l'écologie industrielle, pour laquelle il y a nécessité d'un système industriel qui cherche à copier la nature, puisque la nature s'en est sortie. Nous, si on arrive à copier son fonctionnement, on s'en sortira aussi, mais qui conclut également que cela se fera spontanément par le marché. L'école de Londres, pour laquelle l'important c'est le fait que les substitutions capital technique naturel sont limitées, et donc l'objectif du développement durable, c'est de concilier développement économique et préservation de la nature, et pour cela, des interventions publiques seront nécessaires. Enfin, troisième courant dans l'économie écologique, l'école américaine, pour laquelle il n'y a pas de substitution possible. Il faut donc préserver le capital naturel, et donc il faudra, cela passe par une économie stationnaire assurée par l'intervention publique. Ensuite, des modèles d'incertitude, incertitude scientifique, pour laquelle donc il faut chercher à concilier l'économie et la nature, mais sachant qu'il y a des incertitudes fortes sur le devenir de la nature. Et donc il faudra discuter, prendre des décisions sans connaître exactement les conséquences et ce qui serait passé si on ne les avait pas prises. Et dans ce cadre-là, l'intervention publique est nécessaire pour organiser le débat avant la prise de décision. Une autre approche en termes de controverse, celle de l'économie des conventions d'environnement, où là sont prises en compte les controverses morales, c'est-à-dire les débats sur le sens même de la durabilité, avec donc ce type d'analyse étant ouverte au plan normatif, puisque la définition de la durabilité doit résulter d'une confrontation de valeurs dans le cadre d'un débat démocratique, et ce n'est pas à la théorie de donner la solution, les réponses à apporter.
Ensuite, la problématique humaniste, celle des 3 piliers, le développement durable est un développement viable, équitable et vivable, on en a également parlé ce matin, donc qui nécessite des changements institutionnels. Et puis, l'économie institutionnelle et l'école de la régulation que nous avons regroupées dans une même approche d'analyse historico-institutionnelle, qui vise plus à comprendre l'émergence de la notion de développement durable qu'à la prescrire, et donc qui est ouverte également au plan normatif. Enfin, l'approche que j'ai qualifiée de thermodynamique ou anthropique, avec donc application du principe d'entropie dont Sylvie a parlé ce matin, donc pour laquelle le développement ne peut être durable et qui nécessite donc de passer par la durabilité nécessite de passer par la décroissance, et cela peut se faire sans bouleversement institutionnel. Alors pour comparer ces différentes approches, je ne suis pas encore au stade de réflexion sur la succession des paradigmes de Kuhn dont a parlé René Passé ce matin, d'autant que les paradigmes, en fait, on ne peut pas les comparer l'un dans l'autre, ils sont exclusifs l'un de l'autre, donc il est très difficile de pouvoir les comparer. Et donc ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'essayer de mobiliser une approche épistémologique qui est celle de Bunge, qui propose, pour comparer différentes théories, de les comparer selon un schéma, ce qu'il appelle un schéma, à partir de 4 critères: l'échafaudage, que je qualifierais de cadre d'analyse, la problématique, donc les questions auxquelles la théorie vise à répondre. La visée, c'est la description précise qui est faite du fonctionnement du système par cette analyse, les prescriptions qui en sont déduites. Et ensuite, les principes de méthode ou logique interne, donc comment fonctionne à partir des hypothèses le déroulement de l'analyse dans cette théorie pour aboutir à des conclusions. Alors, j'essaye d'appliquer ce schéma en 2 temps. Dans la première partie, je regarde comment les différentes théories dont je viens de vous parler traitent de la question de la durabilité. Et ensuite, donc, problématique de la durabilité et visée associée. Et dans la deuxième partie, quel est l'échafaudage et quels sont les principes de méthode qu'il y a derrière ces analyses. Alors, les critères de comparaison de la durabilité, donc pour comparer ces différentes théories, j'ai défini un certain nombre de critères: la définition qu'elles fournissent de la durabilité, les conditions requises pour qu'elle advienne, la manière dont chaque théorie appréhende la nature, les hypothèses de substituabilité entre capital technique et naturel, les conclusions quant à la possibilité du développement durable, la prise en compte du sociétal et les implications normatives. Alors ça donne un tableau comme ça, que je ne vous demanderai pas de lire. C'est pas lisible à l'écran. Pour chaque théorie, donc en le lisant de façon horizontale, on a les réponses sur chacun des points, mais ce qui est intéressant, c'est d'en faire une lecture en colonne verticale. Donc la durabilité, que disent toutes ces théories sur la durabilité? Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, les constats que l'on peut faire donc, avec une lecture en verticale de ce tableau, c'est le constat d'une juxtaposition d'écoles ayant des approches différentes de la durabilité, avec une absence de consensus sur les conditions de la durabilité. Donc ça va de l'école néoclassique, donc, qui définit la durabilité comme le maintien du capital total et qui est une analyse normative. À l'autre extrémité, on peut voir par exemple l'école des conventions, pour laquelle les développements durables, c'est d'abord une ressource rhétorique dans les jeux d'acteurs qui va préparer de nouveaux compromis institutionnels. Donc, vous voyez que c'est des choses très très différentes.
une nature plus ou moins indispensable et extérieure à l'homme. Donc la manière dont la nature est traitée est également très différente d'une théorie à l'autre. Les possibilités de substitution entre capital technique et naturel, on en a déjà parlé, très variables. Un grand écart entre spontanéité et impossibilité du développement durable. Donc, ensuite, une préoccupation sociale qui, contrairement à ce qu'on pense généralement, est assez peu partagée par les économistes, c'est-à-dire une faible proportion des travaux sont concentrés sur cette question sociale, et des recommandations souvent normatives et contradictoires, avec toutefois des convergences surprenantes. Donc je m'arrêterai un petit peu sur cet aspect-là. D'un côté, on a tout à fait à droite du tableau les courants pour lesquels la durabilité passe par la non-croissance, donc l'analyse anthropique et l'école américaine de l'économie écologique. Pour ceux qui s'intéressent à la durabilité au travers de la notion de développement, eh bien, le développement durable n'implique pas de changer de mode de croissance pour 3 d'entre elles. Dans un cas, il s'imposera par la force des choses. Dans les 2 autres, il faudra une intervention publique. Alors ensuite, on a les autres analyses pour lesquelles le développement durable implique d'autres institutions qui se feront de façon plus ou moins spontanée, et 2 types d'analyses non normatives, donc les analyses historico-institutionnelles et en termes de conventions d'environnement. Alors j'ai essayé de synthétiser ce travail sous forme d'une cartographie avec en abscisse le caractère normatif ou descriptif de l'analyse et en ordonnée la prise en compte exclusivement de la relation environnement ou alors de l'ensemble de tous les aspects de la vie sociale. Alors, bon, c'est sujet à caution, il y a des discussions possibles. Moi-même, je ne suis pas tout à fait au clair sur toutes les réponses, mais bon, ça peut donner ce genre de présentation. Alors, ce qu'on constate là, c'est que d'abord, compte tenu du fait qu'en bas à gauche, là, il y a 3 écoles, la majorité des approches sont centrées donc dans le cadran inférieur gauche sur la relation économie-environnement et normative. Et si on regarde par ailleurs la question du critère de substituabilité sur cette carte, je ne l'ai pas rajouté, ça faisait un petit peu lourd, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout discriminante. Ce n'est pas ça le critère important pour discriminer les théories, c'est-à-dire que dans ce cadran inférieur gauche, il y a toutes les hypothèses possibles concernant la substituabilité. Alors ensuite, donc j'ai cherché à à approfondir l'analyse pour aller voir les fondements des théories, pour essayer de voir si la façon dont elles appréhendent le développement durable est en relation avec leurs fondements théoriques. Donc les critères que j'ai retenus pour cette analyse sont la délimitation du champ de l'économique, la définition de la rationalité, les hypothèses sur les valeurs sociétales à l'œuvre, la définition de la croissance économique et du développement. Même genre de tableau, avec des conclusions suivantes, 2 grandes définitions possibles de l'économie avec une variante, des approches différentes de la rationalité et des valeurs sociétales, un large consensus sur la notion de croissance économique, mais des approches contrastées du développement. Donc juste, je m'arrêterai sur ce point, des délimitations différentes de l'économie. Donc les travaux qui relèvent du modèle néoclassique et de l'économie écologique ont une délimitation formelle de l'économie, espace des activités allant au-devant d'un désir d'utiliser avec préoccupation d'efficience. Pour certains travaux, ce n'est pas très clair. Ceux du bas ont une délimitation substantielle, donc c'est le domaine de la production et de la richesse et la distribution des richesses. Pour l'école de la régulation, une délimitation un peu plus restreinte, ensemble des pratiques conduites en monnaie.
Des approches différentes de la rationalité, données instrumentales utilitaristes pour les premiers travaux, alors que dans les suivants, on a pris en compte des jeux d'acteurs qui président à la formation de la rationalité. Donc, par rapport à la rationalité, les valeurs qui sont au fondement des institutions. Pour les premiers travaux, liberté de choix individuel en vue de la satisfaction des besoins. Pour les travaux en termes de conventions d'environnement, différentes conventions possibles. Les travaux qui relèvent la problématique humaniste parlent d'un principe de bien supérieur commun humaniste, mais qui reste à définir. L'approche anthropique qui ajoute l'autodélimitation des besoins. Enfin, les derniers travaux ne font pas de postulat a priori, ils analysent les conflits d'intérêts ou de projets. Ces travaux ont des approches contrastées du développement. On en a déjà parlé ce matin. Certains considèrent que le développement, c'est la croissance, hein, c'est l'augmentation du volume des biens et services privés et publics disponibles. Pour la problématique humaniste, c'est le progrès social. Enfin, pour les écoles institutionnelles et de la régulation, c'est de façon descriptive le changement constaté dans les activités humaines. Alors, en essayant de relier, de reprendre les critères d'analyse de fondement des théories par rapport au premier schéma qui était fait sur l'analyse du développement durable, on s'aperçoit que pour les travaux pour lesquels le développement durable, donc dans la partie basse du schéma, concerne uniquement la relation économie-environnement, eh bien ces travaux-là identifient croissance économique et développement. Alors que ceux pour lesquels tous les aspects de la vie sociale sont à prendre en compte dans le développement durable, le développement ne s'identifie pas à la croissance économique. Ça paraît assez logique. Ensuite, j'ai essayé de faire un schéma analogue au précédent pour essayer une mise en relation. Alors, donc c'est le schéma de droite dans lequel j'ai choisi en abscisse la rationalité, donc d'un côté la rationalité utilitariste et à droite la prise en compte des conflits, et en ordonnée la manière dont est délimité l'économique. Alors vous voyez qu'il y a des points d'interrogation avec des petites flèches, donc il y a certains courants qui sont difficiles à placer sur un des critères, hein, donc il y a des incertitudes, mais par contre on arrive à placer de façon certaine les courants néoclassiques d'économie écologique et historico-institutionnelle. Et on s'aperçoit que donc sur cette première diagonale, hein, les cadrans, voilà, sur ces cadrans-là, on a une correspondance entre analyse du développement durable, qu'on retrouve ici, et hypothèses théoriques qui sont mises en évidence sur ce schéma. Alors, j'ai une minute. Alors, donc, la suite de ce type d'analyse, ça consiste à essayer de trouver, donc une fois que les théories ont été, les fondements ont été bien mis en évidence, ça consiste à aller vers l'évaluation. Alors, les caractéristiques d'une bonne théorie, donc là, c'est une évaluation de type scientifique, hein, donc l'évaluation du cadre d'analyse, est-il réaliste ? La construction de la théorie est-elle logique et la théorie est-elle pertinente dans l'explication des phénomènes? Donc là, j'avais pris trois exemples. Par exemple, pour le cadre d'analyse, eh bien, les analyses en univers controversé, on s'aperçoit qu'elles ont une définition floue de l'économie. Bon, je passe parce que ce serait trop long à expliquer le suivant. Et les analyses relevant de l'approche standard en économie, eh bien, elles manquent de pertinence en ce qu'elles sont incapables d'expliquer le rôle des mouvements sociaux environnementaux qui font qu'à ce moment historique donné est apparue cette problématique-là. Voilà, donc c'est un premier essai pour aller dans le sens qu'évoquait René Passé ce matin, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce magma de théorie et de
peut-être un jour remplacer un paradigme par un autre. Là, ce n'est pas une approche en termes de paradigme, mais d'essayer de gratter en dessous pour rendre les choses plus claires. On a vu que souvent c'était un petit peu confus, et pour faire sortir où sont les différences et les points communs, où peuvent être les points de compromis entre les différentes théories, et où il y a des différences qui sont rédhibitoires. Voilà. Bien, merci pour cette présentation.